Tout a commencé un soir, Kala et son grand frère, Gary, venaient de réaliser le braquage qu'ils préparaient depuis des mois. Un plan exécuté à la seconde près. Ils pensaient avoir gagné leur liberté. Mais la vérité, c'est que quelqu'un les avait vendus avant même qu'ils ne franchissent la porte de la banque. Quelques minutes après leur fuite, un autre gang surgit de nulle part. Une coalition de criminels qui, d'habitude, passaient leur temps à s'entretuer et qui, cette fois, s'étaient réunis pour une seule raison, récupérer le pactole volé. Les deux frères furent capturés, presque sans avoir le temps de comprendre ce qu'il se passait. Ligotés, traînés dans un entrepôt où résonnaient les voix de Nixon, Kenneth et Tyson. Gary résistait, refusant de dire où l'argent était caché. Mais Kala n'a pas supporté de le voir mutilé, défiguré sous les coups. Il a fini par céder. Il a donné la cachette. Sauf que, dans cet univers, parler ne garantit rien. Les trois mafieux ont étranglé Gary sous les yeux de Kala, puis ils se sont tournés vers lui pour terminer le travail. Kala était mort. Le médecin lui-même l'a confirmé, mais une minuscule éclisse métallique plantée dans le crâne de Kala aurait dû le tuer. Au contraire, c'est elle qui a empêché son cerveau de s'éteindre complètement. Ce qui est sûr, c'est qu'à son réveil, Kala n'était plus exactement la même personne. Quelque chose en lui s'était fissuré. Quelques jours plus tard, l'un de ses bourreaux, Kenneth Tyson, il tenait une jeune fille qu'il tentait d'enlever. Mais avant même qu'il ne puisse comprendre ce qu'il se passait, Kala est sorti de l'ombre et lui a tiré en pleine tête. Pendant ce temps, le détective Humphreys essayait tant bien que mal de sauver sa vie de famille. Sa compagne lui reprochait son absence, son fils ne lui parlait presque plus. Il a promis de faire des efforts, a même accompagné son garçon à l'école ce matin-là. Mais la réalité ne laisse jamais le temps à ceux qui vivent du côté de la loi. Un appel urgent, un meurtre. Kenneth Tyson. Les choses devenaient sérieuses. Sur place, Humphreys découvrait une autre vérité dérangeante. Le frère de Kala, Karan, tournait des vidéos obscènes, humiliant plusieurs jeunes femmes pour asseoir son pouvoir. Et selon les témoins, un second tireur avait été aperçu pendant l'attaque. Ce mystérieux individu, appelé Kaller par les criminels, fulminait. Il avait visé Kala ce jour-là, mais n'avait pas réussi à le toucher. Frustré, il s'est réfugié chez sa petite amie, Lily, qui lui a murmuré que ce n'était qu'une question de temps. Rassuré, il a demandé en mariage, presque naïf dans sa violence. Pendant ce temps, Kala, meurtri mais déterminé, est allé chez celle qui partageait autrefois sa vie, Nan. Il espérait retrouver un peu de lumière dans ce chaos, mais ce qu'il a découvert l'a brisé plus profondément que les coups des mafieux. Nan avait refait sa vie. Quand il lui a parlé du bébé qu'elle portait jadis, elle a simplement expliqué qu'elle avait mis fin à la grossesse, pas pour des raisons médicales. Juste parce qu'elle refusait d'élever un enfant avec quelqu'un comme lui. Ce jour-là, quelque chose s'est éteint dans le regard de Kala. Alors qu'il tournait, Nan l'a retenu. Elle lui a dit ce qu'elle ne lui avait jamais avoué. Qu'il venge son frère. Pendant que la ville s'enfonçait, Kaller vivait un moment que personne n'aurait imaginé. Il venait d'épouser Lily, celle qui avait toujours cru qu'il pouvait devenir quelqu'un de meilleur. Entre deux rires, Kaller lui a confié ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute. Il rêvait de tourner le dos au crime, de respirer enfin une vie normale. Dans un tout autre décor, Kala se préparait à éliminer la prochaine pièce du puzzle. Son regard s'était fixé sur Nixon, l'un des trois hommes responsables de la mort de Gary. Kala n'avait jamais oublié. Il n'avait jamais pardonné. Ce soir-là, il a vu Nixon entrer dans un club. Kala l'a suivi en silence. Il connaissait les habitudes de Nixon. Il savait qu'il finirait par passer par les toilettes pour souffler, loi du vacarme. Alors Kala l'a attendu là. Et il avait raison. Quelques minutes plus tard, Nixon est entré. Le combat a explosé en une seconde. Brutal, chaotique. À un moment, Kala a réussi à planter une lame dans Nixon. Puis il a pris la fuite avant que les videurs ne débarquent. De son côté, Humphreys a appelé son collègue Zero. Nixon avait été retrouvé ensanglanté, laissé pour mort. Pour Humphreys, c'était évident. Kala était derrière tout ça. Zero, lui, refusait de tirer des conclusions trop vite. Puis, une nouvelle est tombée. Nixon avait survécu. Son cœur avait recommencé à battre sur la table d'opération. On avait transféré à l'hôpital, sous surveillance. Cette information a réveillé quelque chose de sombre chez Kala. Il s'est donc dirigé vers l'hôpital, déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Mais quelqu'un l'attendait déjà. Humphreys, persuadé que Kala reviendrait pour asséner le coup fatal, avait pris les devants. Quand Kala est arrivé, les tirs ont bientôt résonné dans l'aile médicale. Nixon, branché à une machine, n'a même pas eu le temps de se défendre. Humphreys a aussitôt foncé vers la source du bruit, descendant dans les sous-sols en pensant surprendre Kala. Là, les deux hommes se sont retrouvés face à face. Une fusillade sauvage a éclaté. Kaller, attiré par les détonations, est tombé sur Humphreys en uniforme. Il a vu son badge. Il a compris que le détective n'était pas un criminel parmi d'autres, mais un policier légitime. Il a tourné les talons et s'est enfui. Alors qu'il courait, son téléphone a vibré. Kaller a levé les yeux et a vu Kala, qui l'observait depuis plusieurs mètres. Les moteurs ont tourné dans la nuit, roulant bien au-delà des limites inscrites sur les panneaux. C'était une course où la moindre erreur signifiait la mort. Kala tentait de s'échapper. À un virage, son pneu a explosé. Kaller, qui le poursuivait à quelques mètres, a saisi sa chance. Il a ouvert le feu sans hésiter, décidé à en finir une fois pour toutes. Mais Kala, comme toujours, a trouvé un interstice disparaissant avant que les balles ne puissent l'atteindre. Pour Kaller, c'était trop. Encore un échec. Une humiliation de plus. Il s'est juré que Kaller tuerait Kala, peu importe le prix. Ce n'était plus une mission, c'était une obsession. Après avoir échappé au carnage, Kala a regagné sa maison, mais ce foyer n'avait plus rien de refuge. Il a pointé un pistolet sur le front de sa propre mère. Dans sa voix tremblante, il voulait savoir où se trouvait son père. Depuis le braquage, Kala était persuadé que son père les avait trahis, qu'il avait vendu l'information au gang en échange d'une part du butin. Pour Kala, tout était logique. Ils avaient refusé de partager l'argent et Gary était mort peu après. Sa mère a fermement nié. Aucun tremblement dans sa voix. Elle affirma que l'histoire n'était pas du tout ce que Kala croyait. Elle lui rappelait que ce jour-là, Kala n'était même pas censé participer au braquage. Leur chauffeur s'était enfui au dernier moment
Et Kala avait pris sa place malgré les protestations de Gary. Gary avait toujours protégé Kala, toujours couvert ses erreurs. C'est pour lui rendre l'appareil que Kala avait accepté de conduire. Mais c'est précisément ce choix qui avait conduit à la mort de Gary. Un détail a alors attiré l'attention de Kala. Une photo accrochée au mur. On y voyait Gary et Maria, enlacés, souriant. Maria, la seule qui savait tout du plan. Et dans un éclair, tout s'est emboîté. Les incohérences, les chronologies, les silences. Ce n'était pas son père, c'était elle. Maria avait vendu Gary et Kala le jour du braquage. Kala, déterminé à retrouver Maria et à obtenir la vérité. Pendant ce temps, Humphreys a rejoint le commissariat. Il a été accueilli par une salve d'applaudissements. On le félicitait d'avoir failli arrêter Kala à l'hôpital. Pour la police, il devenait un héros. Zero lui a expliqué que dans l'affaire Gary, seuls des petits voyous avaient été entendus, des amateurs. Aucun n'avait jamais trempé dans des crimes de cette ampleur. Cette histoire sentait la manipulation à plein nez. De son côté, Kala n'avait plus qu'un nom en tête, une dernière ombre du passé. Sikandar Jared, l'un des hommes présents lors de la mort de Gary. Kala a mis la main sur lui après des jours de recherche. Jared n'était plus l'homme qu'il avait été. On l'appelait maintenant Père Jared, un leader spirituel. Dès qu'ils se sont vus, Jared a reconnu Kala. Ils se sont isolés loin des regards. Jared a parlé le premier. Il a expliqué qu'il avait changé de vie, qu'il s'était éloigné de la violence. Il a raconté qu'il ne savait rien du plan destiné à tuer Gary. Son rôle ce jour-là se résumait à garder une porte pendant que les autres organisaient l'horreur. Quand il avait compris ce qui se préparait, il avait tenté d'intervenir mais il était arrivé trop tard. Les hurlements de Gary le hantaient encore. Après cet événement, il avait été arrêté. Et en prison, il avait tout remis en question. À sa sortie, il avait juré de se consacrer entièrement à la paix, à l'aide aux plus vulnérables. En entendant son histoire, le cœur de Kala s'est fissuré. La rage qui vibrait en lui depuis des semaines s'est heurtée à une vérité troublante. Tous les monstres ne le restaient pas toute leur vie. Il rangea finalement son arme et lui ordonna simplement de rentrer chez lui. Plus tard, dans un camp abandonné, Kala s'était assis seul, épuisé physiquement et mentalement. C'est là que Kaler surgit dans l'ombre, arme au poing. Mais avant qu'il puisse faire un geste, une troisième silhouette est apparue, le détective Humphreys. Il décrocha son téléphone, contacta Zero et lui lança qu'il était sur le point de procéder à l'arrestation de Kala. Zero paniqua immédiatement. Elle supplia Humphreys d'attendre les renforts, de ne surtout pas agir seul. Mais Humphreys répondit qu'il n'y avait plus de temps à perdre, qu'il devait régler cette histoire maintenant. À l'intérieur de la cabane, Kala fixait une feuille froissée, celle où se trouvaient les noms de tous les responsables de la mort de son frère. Il en avait rayé plusieurs, et il ne restait qu'un seul nom, celui du commanditaire qui avait engagé Kaler pour le tuer. Même Kaler ignorait l'identité de cet homme. Il n'était qu'un pion dans un jeu qui le dépassait. Lorsque Kala et Kaler se retrouvèrent face à face, tout semblait converger vers une dernière confrontation. Humphreys fit irruption entre eux, arme tendue, ordonnant à Kaler de baisser sa sienne. Kaler obéit, et c'est à ce moment précis qu'Humphreys tourna son arme vers Kala et tira. La balle traversa Kala, et la vérité, jusque-là enfouie sous des mensonges et des manipulations, éclata d'un coup. Celui qui avait causé la mort de Gary n'était pas un gangster de bas niveau. C'était Humphreys lui-même. Kaler, choqué, comprit enfin pourquoi la mission l'avait toujours paru bancale. L'homme qui lui avait confié la tâche d'abattre Kala, c'était Humphreys. Le détective l'avoua sans détour. Il expliqua que la petite amie de Gary travaillait pour lui comme indicatrice. C'était elle qui lui avait transmis toutes les informations sur le braquage. Humphreys voulait l'argent et voulait éliminer ceux qui pouvaient remonter jusqu'à lui. Il sortit alors une liasse de billets, la paix promise à Kaler. Mais ce dernier refusa. Il déclara que la mission n'avait jamais été accomplie et qu'il ne voulait plus rien avoir à voir avec ce monde. Il partit rejoindre Lily. De son côté, Zero fonçait vers le lieu où se trouvait Humphreys. Elle comprit qu'Humphreys avait toujours su la vérité. Depuis le début du dossier, il manipulait tout le monde. Elle appela Mario pour lui annoncer qu'elle rentrait, que tout cela sentait le piège. Elle n'eut pas le temps de finir. Une balle la frappa dans le dos. Et celui qui l'avait abattu, c'était Kala. La plaque de métal coincée dans sa tête avait absorbé la balle de Humphreys. Kala avait finalement retrouvé Humphreys et cette fois il ne lui laissa aucune chance. Quand l'équipe du SBI arriva, Humphreys est hisé au sol. Zero, dévasté mais lucide, décida de dissimuler la vérité. Le dossier serait classé. Humphreys resterait un policier, mort en service, pas un traître. Quant à Kala, il n'attendit personne. Il prit l'urne contenant les cendres de Gary, marcha jusqu'au bord de la mer et ouvrit doucement le couvercle. Puis il s'éloigna, seul, sans un mot.